Faut-il s'intéresser à Ebro Foods SA, société espagnole de négoce de riz? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. On est au plus haut absolu. Donc intéressant. Est-ce que le trend va continuer? On regarde ça. On est sur une croissance du chiffre d'affaires. Alors on va se mettre sur un 12 mois glissant. Je pense que la donnée est disponible pour mars, c'est bien le cas. Donc on est sur un marché mature, hein, donc pas beaucoup de croissance. En médiane sur, alors toute la période c'était 4 sur 10 ans on est plus à 2 de croissance. Voilà, c'est on l'a dit, c'est très mature. Les parts de marché ne bougent pas beaucoup. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise, un mauvais investissement. Sur 12 mois glissants à mars 2025, on a 1,45 de croissance, ce qui est pas mal. Alors on n'a pas l'info de la disponibilité des acquisitions en intégralité, j'ai l'impression. Bon, 412 millions à fin 2019. Maintenant la société, si elle veut faire de la croissance, c'est plutôt pas de la croissance externe à mon avis, hein. Bon, on a un petit socle de croissance quand même. On regarde les taux de marge. Taux de marge brut, c'est 45. On est sur la médiane, donc ça, c'est très bien. On subit le prix des commodités, hein, donc on n'a pas d'influence sur les prix. Donc ils arrivent quand même à maintenir, une marge qui reste stable, ça, c'est bien. Plus intéressant, c'est le taux de marge d'EBITDA. Lui aussi, il est stable. Bon, on n'a pas de gain d'efficience opérationnelle, à noter. En tout cas, c'est stable, ce qui est déjà pas mal. À un niveau relativement élevé de 12,8 donc ça, c'est pas mal. Un taux de marge net à 6,5 ça, c'est bien. Et un taux de marge de free cash flow qui est un peu plus bas, donc on va aller voir ce qui se passe après. Donc je pense qu'on peut dire que c'est un business qui est relativement bien géré, au vu de ses marges. On regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors là, par contre, il y a un trou, il manque, 4 000 000 de free cash flow. Alors ça, c'est tout sur toute la période, sur 10 ans, ouais, il manque 4 000 000. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté du BFR? Ouais, BFR positif, ça c'est dommage, mais c'est pas très grave. Par contre, comment varie ce BFR? Lui, il est en augmentation depuis 10 ans de 318 millions. Bon, c'est pas, en cumulé, c'est pas non plus, si impactant que ça. Ensuite, la dépense en capital versus les dépréciations amortissements. On continue à investir massivement. Grosse dépense en capital, enfin 700 millions de dépenses en capital supplémentaires par rapport aux dépréciations amortissements. Donc on continue à augmenter, agrandir l'appareil productif. C'est bien pour la croissance future. Est-ce que c'est justifié s'il y a plus de croissance, organique? Je me pose la question. En tout cas, ça impacte les free cash flow évidemment. Et on doit avoir du other non-cash item, on en a pour moins 851 millions. Donc ça, pareil, ça impacte les free cash flow, hein, vu que c'est un négatif. Donc là, il faut aller creuser dans les tableaux de flux de trésorerie pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on perd autant de free cash flow par rapport aux bénéfices nets? En tout cas, pour valoriser cette entreprise, il vaudra mieux utiliser les free cash flow ou la valeur d'entreprise sur EBITDA, mais pas le PER, hein, parce que en fait, les bénéfices nets sont un peu gonflés. La rentabilité opérationnelle, on est sur un rendement des capitaux investis à 7,5 en médiane, donc ça c'est bien. Bonne rentabilité, en 8,6 aux 12 derniers mois glissants, finissant en mars. Donc on est sur une rentabilité qui est bonne, qui est au-delà de la croissance organique. Donc on arrive bien à être, à autofinancer la croissance et ensuite on va pouvoir dégager des cash flows pour faire des acquisitions éventuellement et rendre du cash aux actionnaires. L'endettement est en chute libre, ça c'est bien et c'est normal, hein, vu qu'on est très rentable. Même si comme il y a plus de croissance, il y a plus besoin d'injecter de fonds, donc on est, heu on est sur une entreprise qui du coup structurellement va se désendetter. On est à moins d'une fois l'EBITDA, on a 0,5 fois l'EBITDA, donc ça c'est bien. Et en termes de free cash flow, on est à 3 fois les free cash flow. C'est complètement raisonnable ce niveau d'endettement et dans quelques trimestres, à mon avis, la dette va tomber à zéro, sauf s'ils font des acquisitions, évidemment. On regarde la rémunération des actionnaires. On a 3,9 de rendement d'actionnaire avec un nombre d'actions qui est complètement stable. Donc ça veut dire que c'est tout provient du dividende et 3,9 c'est pas si mal, hein. Alors en Espagne, vous avez la retenue à la source malheureusement, en tant qu'investisseur, français. Mais bon, au niveau de la soutenabilité, on est sur un dividende qui représente, quand même bien, 70 des free cash flow. Donc je pense pas qu'il augmente beaucoup ce dividende, attention. Donc soit les free cash flow reviennent à un niveau, plus élevé, soit il va falloir, maintenir, ce dividende à ce niveau-là, sans qu'il bouge trop. En médiane, on est sur, si on fait sur 5 ans, on est en médiane, on est sur 105 millions de free cash flow. Donc ouais, on va pas pouvoir verser beaucoup plus que ça en dividende, hein, ça c'est sûr. Passons à la valorisation maintenant. On va se mettre en valeur entreprise sur EBITDA. Alors, la médiane 10 ans, c'est 10. Maintenant, la croissance ralentit un petit peu. On peut être plus conservateur en prenant une médiane sur 5 ans, mais bon,
Ouais, restons sur 10 ans, ça nous donnerait une décote de 25, ce qui est raisonnable, hein. On a touché un point bas de valorisation en août 2024 et on semble rebondir un petit peu. Bon, il y a quand même du potentiel, hein, je pense pour aller jusqu'à 10, hein, donc là vous avez, vous pouvez remonter de 50, hein, pour aller jusqu'à la médiane des 10 fois. Donc conclusion du dossier, Ebro Foods, bon, c'est plutôt défensif. Le rendement de l'actionnaire reste intéressant à ce niveau. Il faut surveiller les free cash flow. Et sinon c'est pas si mal comme dossier à mon avis, de défensif et de fonds de portefeuille. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.